Le bicéphalisme à la tête de l'UNAPOL semble terminé. L'un des deux bureaux qui revendiquait la légitimité et la légalité au sein de l'Union Police Nationale a brandi un récépissé qui officialise son existence. C'était cet après-midi même. Tout à l'heure, les détails. Et puis, la 15e édition de la dictée radiophonique de la radio Pulsar a eu lieu ce week-end. Vous verrez des candidats de tous âges et de tous niveaux se soumettre à cet exercice cérébral et littéraire, de quoi vous raviver peut-être quelques souvenirs. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Des deux bureaux nés de la crise à l'UNAPOL, l'un semble être sur la voie de la légalité. C'est en tout cas ce qu'il revendique. Et pour preuve, il a brandi un récépissé qui fait de lui l'interlocuteur officiel et légal de l'Union Police Nationale. C'était au cours d'une conférence de presse cet après-midi même. Voici les explications d'Abdourazak Traoré. Il se réclame membre initiateur et fondateur de l'Union Police Nationale. C'est donc en toute légitimité que Armiayo Zongo a décidé de briguer le poste de secrétaire général de l'UNAPOL au mois de septembre dernier lors de l'Assemblée générale. Mais sa candidature a été rejetée pour n'avoir pas rempli les conditions. Alors le bureau a été formé sans lui. De son côté donc, il se donne les moyens avec une autre partie des membres pour mettre en place un autre bureau. À cette conférence de presse, la toute première, il revendique sa légitimité et sa légalité. Je ne peux jamais manquer du respect à l'ancien bureau. Je dois toujours du respect à ceux qui ont dirigé le syndicat pour la première fois. Donc c'est pour dire au passage qu'il ne peut pas avoir de UNAPOL. La paternité d'un syndicat ou d'une structure associative, c'est à travers le récépissé. Nous avons le récépissé qu'on peut présenter à tout le monde. Au passage, deux groupes ne peuvent pas avoir deux récépissés pour une même structure associative ou syndicale. Trop de victimes d'attaques terroristes, l'heure est grave, la souveraineté de l'État est menacée, constatent ces policiers qui appellent l'État à revoir sa copie. À travers notamment l'augmentation de la puissance de feu de la police nationale et la dotation de véhicules blindés. À chaque fois que le Burkina a été en guerre, les policiers ont été au front, que ce soit en 1974 ou en 1985. À chaque fois, ils ont utilisé des armes de guerre. Aujourd'hui, le pays est de nouveau confronté, est de nouveau en guerre contre le terrorisme. Une guerre asymétrique d'usure. Nous ne comprenons donc pas pourquoi jusqu'à ce jour, les policiers n'ont pas eu les armes de guerre appropriées alors qu'ils sont au front de la lutte contre le terrorisme. Les autres pays membres du G5, par exemple, ont déjà armé conséquemment leur police. Cette puissance de feu doit impérativement s'accompagner d'une dotation en véhicules blindés, par exemple, ainsi que des équipements individuels de protection balistique adéquats. À défaut de mettre à la disposition des policiers les moyens de cette guerre, on devrait procéder à une réorganisation des forces. Une réorganisation qui paraît comme une nécessité, d'autant plus que ces agents sont visiblement frustrés. Frustrés parce qu'ils ont l'impression d'être brimés par d'autres forces de l'ordre. Il est important de réorganiser nos forces en fonction de leurs spécificités pour mettre en place 3 rideaux de sécurité, l'armée en frontière, la gendarmerie en zone intermédiaire et la police dans les agglomérations, comme ce qui se passe dans toutes les démocraties. Ensuite, confier la mission de sécurité aux policiers. Dans toutes les démocraties, la sécurité intérieure est du ressort de la police nationale. Les autres forces sont des forces d'appui. Malheureusement, au Burkina, la réalité est que les personnes qui sont venues en appui ont pris la place des principaux acteurs. Une conférence de presse qui met à nu la division au sein de la police nationale. Cette nouvelle équipe porte à deux les bureaux de la même organisation. Chacun se réclamant légitime et légal, même si l'autre équipe n'a pas encore présenté son récépissé de renouvellement de ses instances. Quelques jours plus tôt, soit le 30 octobre dernier, un autre syndicat a vu le jour. L'Alliance Police Nationale, elle, dénonçait la prise en otage de l'UNAPOL par les deux camps. Deuxième jour d'interrogatoire du commandant Abdoulaziz Korogo dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Celui qui était chef de corps par intérim de l'ex-RSP au moment des faits a campé sur ses positions, c'est-à-dire qu'il clame toujours et encore son innocence. On écoute sur ce sujet les explications de Roméo Koïta.
À l'audience de ce 6 novembre, la plupart des avocats de la partie civile qui ont pris la parole ont d'emblée félicité l'accusé pour, disent-ils, la clarté et l'authenticité de ses propos. Mais certains ont voulu avoir des précisions sur certains points. Maître Farama, par exemple, demande à l'accusé pourquoi lui qui était opposé au putsch a continué de recevoir des ordres du général Gilbert Diendéré. Selon l'accusé, pour s'opposer formellement au général Gilbert Diendéré, il fallait s'assurer d'avoir la force avec soi, alors que lui n'avait pas la parfaite maîtrise de ces hommes. Parmi eux, dit-il, il y a certains qui étaient des récalcitrants, certains qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Pour exprimer son opposition au coup d'État, le commandant Korogo dit avoir appelé le secrétaire général du ministère de la Défense dès le 17 septembre pour lui dire qu'il s'opposait au coup d'État et qu'il voulait déposer sa démission. Mais la hiérarchie militaire lui a dit de rester à son poste pour les aider à gérer de manière paisible la crise. Selon son avocat, si son client est resté à son poste, cela impliquait deux choses. La première, c'est qu'il devrait collaborer avec le général Gilbert Diendéré, et la seconde, c'est qu'ils devraient en même temps aussi se soumettre au général. C'est pourquoi il pense qu'il n'y a véritablement aucune charge contre son client et que si le commandant Korogo est à la barre, c'est pour tout simplement apporter des précisions sur les événements du coup d'État, étant donné qu'il occupait une position stratégique au sein du RSP. Il faut noter qu'après 2 jours d'audition, l'interrogatoire du commandant Abdoulaziz Korogo tire vers sa fin. Demain, mercredi 7 novembre, devrait être son dernier jour de comparution. Depuis sa création en 2005, le MPJD n'a jamais réussi à gagner une élection, qu'elle soit nationale ou locale. Eh bien, le mouvement patriotique des jeunes démocrates semble prendre acte de son échec. Le verdict est sans appel. Le parti a décidé de mettre fin à son existence et de fusionner avec le CDP. Une décision prise ce 6 novembre au terme d'une assemblée générale. Rémi Lambert-Lévier. Dans cette salle et par acclamation est célébré le requiem du mouvement patriotique des jeunes démocrates MPJD. Une assemblée générale vient de décider de la dissolution du parti. Et voici ces désormais ex-militants se revêtir aussitôt de la tunique du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Une fusion bien préméditée et justifiée après 13 ans de parcours politique, affirment les ex-responsables du parti. Nous sommes membres du CEFOP, donc on a vu mieux que le CDP, et son leader étant un combattant, comme je l'ai dit, et on a fait notre choix, notre Assemblée générale a fait le choix de continuer, de mener la lutte aux côtés de son président, Edi Kombego. Il y a eu des promesses là? Non, il n'y a pas eu de promesses. C'est un choix politique, il n'y a pas eu de promesses. C'est une vision, c'est un choix, il n'y a pas eu de promesses. Nous pensons qu'avec Edi Kombego et le CDP, les Burkinabés verront un lendemain meilleur. Cette assemblée générale de 48 heures a connu la participation des responsables provinciaux venus des 4 régions dans lesquelles le MPJD était implanté. Selon ces responsables, le parti a participé à toutes les élections locales organisées depuis sa création en 2005, mais n'a obtenu aucun élu. Après 5 années d'intermède, la Conférence nationale du développement durable a repris cette année avec sa 5e édition, une édition consacrée notamment au rôle de l'économie verte dans la création de richesses et d'emplois au profit de la jeunesse. Natacha Ouedraogo. Prévu pour se tenir en 2015, c'est finalement ce 6 novembre 2018 que se tient la 5e Conférence nationale du développement durable, soit 5 années après la 4e conférence tenue en 2013. Tout de même, des actions ont été réalisées. Presque toutes les recommandations ont été concrétisées. Engager le Burkina dans la transition vers l'économie verte, transformer le SPCONED en SPCDD. Il ne reste qu'un seul engagement à tenir, d'où l'importance et l'enjeu de cette 5e conférence nationale. Vous savez que la conférence est l'instance de veille et de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de développement durable. Donc ça voudra vous dire que c'est une instance qui doit se tenir tous les 2 ans. Donc ce matin, c'est vrai, nous avons tenu la 4e conférence en 2013. Finalement, la 5e se tient
ce matin. Et l'objectif visé, c'est d'abord de faire un point sur la mise en œuvre de la politique en matière de développement durable, d'analyser les recommandations de la 4e conférence et bien sûr de valider, d'approuver ou pas le rapport du secrétaire permanent pour le développement durable. Cette rencontre sera le lieu de débat et de travaux. Des questions liées à l'occupation illégale des forêts, des espaces verts, à l'utilisation des pesticides, herbicides et engrais seront abordées, mais pas que. De l'érosion de la diversité biologique. Il s'agira également d'échanger sur l'inefficience du système énergétique, de la dégradation du cadre de vie et enfin de formuler des orientations. Pour l'accélération du verdissement de notre économie nationale. Dans un contexte mondial, bien entendu, marqué par les changements climatiques. Cette conférence nationale du développement durable se tient sous le thème « Économie verte et développement durable au Burkina Faso, contribution des emplois verts à la création de richesses, à la lutte contre le chômage des jeunes dans un contexte de changement climatique ». Près de 15 jours après avoir été porté à la tête du Conseil national du patronat burkinabé, Apollinaire Compaoré et la trentaine de membres de son bureau se sont réunis ce 6 novembre, une prise de contact pour dresser le calendrier des futures actions du CNPB. Plus de détails avec Rémi Lambert-Nébier. Tout d'abord, un hommage à Feu Birahima Nakoulouma, défunt président du Conseil national du patronat burkinabé CNPB. Puis, c'est en toute convivialité que le nouveau président Apollinaire Compaoré prend contact avec ses collaborateurs. La trentaine de membres est bien présente et il s'est agi de leur exposer le calendrier à court terme de la structure. Le bureau a été élu le 25 octobre. Il est tout à fait indispensable que ce bureau élu puisse se retrouver pour que les gens fassent davantage connaissance, que nous puissions parler de l'avenir, comment on va s'organiser autour du président, les actions du patronat, c'était le but du jeu, donc c'est ce qui a été fait. On va essayer d'avancer d'ici la fin de l'année, poser un certain nombre d'actes, rencontrer les autorités du pays et parler de l'installation du bureau, d'installation officielle et créer les conditions pour que l'organisation puisse avancer voilà, comme il est prévu. La rencontre a permis également au nouveau bureau de définir quelques principes de son fonctionnement et de jauger la santé financière du Conseil national du patronat burkinabé qui, sans conteste, sera le nez des multiples réformes que le bureau en train compte amorcer. Le CIAO 2018, vous le savez, c'est terminé depuis ce 4 novembre. Eh bien, un salon, ça va, mais un autre arrive. Le CITA, le Salon international du textile africain, se tiendra du 28 au 30 novembre prochain. Et information importante, il sera patronné par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. C'est ce qu'a annoncé le comité d'organisation du 5e CITA qui met les bouchées doubles à 3 semaines du début de l'événement. Luc Pavelgem. Le CITA, le Salon international du textile africain, annonce ses couleurs pour la 5e édition. L'édition 2018 se tient du 28 au 30 novembre à Ouagadougou, pavillon arc-en-ciel du CIAO. C'est pour rassurer les partenaires, les exposants et le public burkinabé que le comité d'organisation a fait le point des préparatifs à 3 semaines de l'événement. Qu'en est-il de l'état des préparatifs du CITA 2018 ? Je voudrais vous rassurer et rassurer les Burkinabés que les préparatifs se passent très bien. Les différentes commissions chargées de l'organisation des différentes activités ont été mises en place et les membres sont au four et au moulin pour accomplir les missions qui leur ont été assignées. En somme, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour que l'édition 2018 du CITA soit un franc succès. Le CITA a frappé fort pour son 5e rendez-vous en faisant patronner l'événement par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Bassogo. Il est attendu aussi à ce marché du textile africain une trentaine de pays. À l'instar des éditions précédentes, le textile africain sera célébré au cours du CITA 2018 à travers 6 activités majeures que sont
Une cérémonie d'ouverture le mercredi 28 novembre sur l'avenue des Tangsoba, en face du parc d'exposition du Siao. Une exposition vente du 28 au 30 novembre 2018 au niveau du pavillon arc-en-ciel du parc d'exposition du Siao, qui permettra de faire découvrir la richesse des pays africains en matière de textile. Une conférence internationale sur le thème de l'édition le jeudi 29 novembre 2018. Des soirées de défilé grand public sur le podium du parc d'exposition du Siao, tous les soirs du 28 au 29 novembre 2018. Une soirée apothéose dénommée Nuit du coton, le vendredi 30 novembre 2018 à partir de 20 h à la salle Wango 1 de l'hôtel Laïko. 6 activités majeures sont donc au programme à cette 5e édition. Le Salon international du textile africain a pour objectif général de promouvoir le développement du textile africain à travers la création d'une filière porteuse d'espoir pour l'agriculture africaine grâce à la valorisation du port du tissu traditionnel. Avenir du textile africain, défis environnementaux et perspectives de développement socio-économique, c'est le thème de cette 5e édition. L'exercice semble un peu lointain pour la plupart d'entre vous. Eh bien, voici de quoi réveiller quelques souvenirs, peut-être pas toujours d'ailleurs. Ils sont jeunes ou vieux, élèves ou travailleurs, hommes ou femmes, qui se sont soumis à une épreuve de dictée. Et oui, vous l'avez bien entendu, une dictée radiophonique. C'était ce week-end dans la salle du Sénasa. Le Sénasa transformé en une salle de composition en l'espace de quelques heures. Pas de chant, pas de danse, encore moins de musique, juste des stylos, des feuilles et des candidats. Et puis... C'est parti. Les feuillantines. Les feuillantines. Ce sont les premiers mots de la 15e édition de la dictée radiophonique organisée par la radio Pulsar. Depuis le studio, l'animateur dicte les mots. Il était une fois aux feuillantines. Les candidats sont de tous âges et de tous les niveaux. Pas de support pour les feuilles, chacun se débrouille comme il peut. Les jambes pour les uns, les sacs pour les autres. À la fin de la dictée, les impressions des candidats sont diverses. Il y a ceux qui décrivent la cadence de la lecture. Bon, le maître il dictait trop vite pour nous. On ne pouvait pas suivre, donc ça nous a un peu gênés. La lecture était rapide. Le temps de terminer une phrase, il y a une phrase qui est déjà là. Vraiment, ça fait qu'on était obligé souvent de sauter des parties pour pouvoir venir compléter après. Ceux qui l'ont trouvé abordable, sauf quelques mots. Bon, je ne sais pas, peut-être les noms de fleurs. Bon, juste ça. Sinon, par exemple, bougainvier, hortensia, peut-être les deux mots que j'ai trouvés un peu, je ne sais pas. Mais pour certains candidats, la barre était tout simplement trop haute. Bon, moi, en tout cas, moi, je me suis arrêté au CM1 depuis 1998. Donc, jusqu'à présent, bon, je ne sais pas, comme le français là était trop compliqué, quoi. Et puis, il y a ceux pour qui les souvenirs lointains refont surface. Bon, ça m'a rappelé mon CM2, où notre maître vraiment nous faisait, à l'approche des examens là, presque tous les jours des dictées. Justement, replonger les candidats dans l'écriture, c'est aussi un peu l'objectif de cet exercice. Permettre à tous ceux-là qui ont envie de se replonger dans l'orthographe, dans la grammaire et autres, de pouvoir retrouver les sensations des scolaires ou même pendant qu'on est encore en activité dans la vie actuelle, de pouvoir s'exercer. La correction, c'est pour plus tard et les meilleurs seront récompensés. Et en attendant qu'ils soient récompensés, les meilleurs élèves de l'Évry dans la province du Ziro, eux, ont reçu des prix pour leur acharnement au travail, des kits scolaires qui leur permettront sans doute de persévérer dans l'excellence. Abdoulaziz Saré, Rémi Lambert-Nébier. La population est mobilisée et les autres sont accueillis avec toute la symbolique. C'est la célébration de l'excellence à l'Évry dans le Ziro. Pour avoir réussi à se démarquer des autres cours de l'année scolaire écoulée, les meilleurs élèves des classes de CP1 à la 3e de la localité
reçoivent chacun des kits scolaires en guise de récompense. D'une valeur de plus de 500 000 francs CFA, ces kits ont été offerts par Aminata Bien, native de Lévry. En fait, c'est pour soulager un peu la population, mes parents, qui je sais qu'il y a des périodes où ils n'ont pas de quoi payer la scolarité des enfants ni les fournitures scolaires. C'est dans ce cadre que j'ai voulu apporter ma modeste contribution pour soulager un peu les parents et le CG de Nivry. La donatrice ne s'est pas limitée qu'aux élèves. Elle a également équipé les enseignants en matériel didactique afin de leur permettre d'améliorer la qualité de leur enseignement. Et je voudrais, au nom de M. le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, féliciter cette association qui a pensé que contribuer à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves est une nécessité absolue. Et je crois que c'est une initiative salutaire. La journée de l'excellence, c'est aussi une occasion pour les habitants de Lévry de demander aux autorités de revoir l'état de la route qui mène à leur village. Présent à cette cérémonie, le DAF du ministère des Infrastructures promet de transmettre le message acquis de droit. Avant même que la population nous donne cette doléance, nous avons recensé, comme je l'ai dit tantôt, les voies au niveau du Burkina, au niveau des Ziro, partout. Et je pense que ces voies ont été déjà recensées. Je suis proche du ministre, c'est vrai, il travaille là-bas. Il faudra aussi voir comment je peux approcher le ministre pour voir comment on peut, dans un cadre global aussi, programmer cette voie qui est vraiment une priorité aussi, une des priorités au niveau du village. Les kits scolaires acquis, la balle est désormais dans le camp des élèves et ils ont pris l'engagement de relever le défi. Et direction Bobo Dioulasso pour terminer, l'ONG Compassion Internationale qui apporte sa pierre à l'édifice éducatif des enfants de 2 centres de formation, elle a mis à la disposition de ses pensionnaires des salles multimédia. Fatoumata Traoré, Arsène Konditamde. De la compassion pour les enfants du Centre de développement pour enfants et jeunes de Sarfalao, dans l'arrondissement 5 de Bobo Dioulasso. L'ONG Compassion Internationale vole au secours des jeunes du centre en leur offrant une salle multimédia. D'un coût global d'un peu plus de 12 millions de francs CFA, la salle est composée d'ordinateurs, d'écouteurs et de webcams. Ce don vise à faire en sorte que ces enfants ne soient pas des marginaux du numérique. Précisément pour ce centre multimédia, c'est pour offrir un cadre d'éducation assez sain, un cadre de développement approprié à la jeunesse. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes dans le monde du numérique et éduquer sans cet aspect, ça sera quelque chose vraiment ce sera un manque assez terrible. Ça va beaucoup contribuer si nous savons qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est une nécessité, surtout pour nos enfants aujourd'hui, pour leur recherche. Il peut vraiment beaucoup les aider, beaucoup les éduquer. Au centre de développement pour enfants de Dogona, dans l'arrondissement 3 de Bobo Dioulasso, même action. Une autre salle multimédia est offerte aux pensionnés des lieux. Cet autre don de Compassion Internationale s'élève à 12 millions de francs CFA et ravit bénéficiaires et responsables municipaux. À l'endroit de Compassion Internationale, c'est tout simplement pour les dire merci. Merci pour tout ce qu'ils font dans la commune de Bobo Dioulasso en général. Quant à l'église de l'Alliance chrétienne de Sarfalao, c'est de leur souhaiter d'en faire un bon usage. Vraiment, nous sommes contents. Nous sommes contents. Je prends la parole au nom de tous les enfants. Nous sommes vraiment contents. Donc, ce joyau nous sera utile pour nous exposer. Si nous avons des recherches à faire, donc nous allons profiter de cela au lieu d'aller dépenser. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons un joyau à côté de nous. Ça va nous permettre de faire nos recherches, de naviguer, de se connecter, de rendre l'Internet comme par exemple on a les Excel. Bon, souvent si on a à l'école, on a besoin de certaines choses, on peut venir directement dans l'église pour entrer dans l'Internet, voir certaines choses et faire des recherches. Ce 27 octobre, le coût global des 2 réalisations de Compassion Internationale ou 2 centres de développement s'élève à 25 millions de francs CFA.
Le centre de développement pour enfants BF 0458 de Sarfalaou existe depuis 2007 et compte aujourd'hui plus de 330 élèves. Ils sont encadrés par plusieurs bénévoles qui ont pour mission principale de faire d'eux des chrétiens responsables et aptes à intégrer la société. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30, pour une autre session de l'information. Merci de votre fidélité.